Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, cher Laurent Fabius, Madame la Première Présidente de la Cour de cassation et chère Chantal Arens, Monsieur le Premier Président de la Cour des comptes, cher Pierre Moscovici, Madame la Présidente du Conseil scientifique, chère Françoise Tulkens, Mesdames et Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, chers collègues, chers amis. Je suis très heureux de vous accueillir dans cette salle d'Assemblée générale du Conseil d'État à l'occasion du lancement de l'Institut des études et de la recherche sur le droit et la justice, un sigle auquel vous devrez vous habituer, IERDJ. Vous voyez, on prend son élan et ça se dit très facilement. Cette soirée marque à la fois l'aboutissement d'un processus initié il y a maintenant plus d'un an et demi et un moment important pour la recherche dans les domaines du droit et de la justice. Il était important que nous soyons réunis ce soir et je me réjouis sincèrement de voir cette salle emplie de représentants de toutes les professions, de tous les acteurs qui comptent dans ces domaines. Et dans le cadre de cette brève introduction, j'aimerais revenir sur la genèse, les valeurs, mais aussi les axes de recherche de ce nouvel IR2J, de ce nouvel institut, avant de céder la parole au garde des Sceaux qui s'adressera à nous à distance. Il a enregistré une vidéo car son agenda ne lui a pas permis au dernier moment d'être là. Il me prie de vous en excuser. Puis, j'ai bien sûr, nous céderons la parole aux intervenants de la table ronde qui exposeront plus avant les objectifs qui sont visés, mais aussi le point de vue des utilisateurs de ce que va produire l'IRDJ. Et j'ai bien sûr une pensée pour Robert Badinter qui assurera la présidence d'honneur de l'Institut. Il m'a fait porter une lettre aujourd'hui dans laquelle il me dit sa joie de voir le lancement de ce nouvel institut, pour me dire aussi son regret de ne pouvoir être des nôtres en raison des recommandations que viennent de lui faire ses médecins. On est tous vigilants à l'occasion de cette remontée des indices de la crise sanitaire et il souhaite bien sûr au nouvel institut un brillant avenir au service de notre justice. S'agissant d'abord de la genèse de l'institution, vous le savez, l'IERDJ résulte de la fusion de deux organisations qui avaient chacune fait leurs preuves. L'Institut des hautes études sur la justice, l'IHEJ, et le groupement d'intérêt public, Mission de recherche droit et justice, MRDJ, créé il y a une trentaine d'années dans le sillage des initiatives prises par Robert Badinter, et l'on sait le rôle qu'a joué aux côtés du président Badinter, le président Dalle, qui dirigeait alors l'ENM, ainsi que Antoine Garapon. Tous ces efforts avaient pour objectif de promouvoir la recherche et la réflexion dans tous les domaines, et c'est important, du droit et de la justice. Cette fusion dont nous présentons en quelque sorte aujourd'hui le bébé a été réalisée pour deux raisons. Une raison conjoncturelle, d'abord, découlant d'une circulaire du Premier ministre de juin 2019 qui incitait les pouvoirs publics à s'assurer de la pertinence de l'existence de petits opérateurs publics comportant moins de 100 emplois. Une raison de fond, ensuite, qui est le besoin de disposer d'une instance pérenne, solide et plus ambitieuse, faisant à la fois office de think tank public et de laboratoire de recherche sur toutes les questions qui concernent le droit et la justice. Le besoin d'un lieu aussi qui soutienne et réunisse les savoirs scientifiques rigoureux tout en se laissant, et ce sera un maître mot, la liberté de défricher les terrains non ou mal balisés. Le besoin enfin d'un lieu qui établisse des ponts entre les acteurs, les décideurs et les citoyens pour mieux comprendre le droit et la justice. Les parties prenantes se sont rapidement accordées sur la forme que prendrait le nouvel institut et nous avons choisi la forme d'un groupement d'intérêt public qui permet, et c'est un gros avantage, de réunir des partenaires variés
qui financent ou soutiennent l'Institut selon des modalités diverses. Ce peut être des subventions, ce peut être la mise à disposition de personnel ou d'autres partenariats. Et je voudrais vraiment, au nom de tous, remercier le rôle décisif qu'a joué Sonia Djebny-Wagner, qui a été chargée de préfigurer et a remis 2 rapports successifs, tout en faisant des propositions qui ont toutes été retenues. Et je voulais remercier Sonia Djebny-Wagner pour la mission qu'elle a accomplie avec beaucoup de lucidité, beaucoup de doigté aussi, beaucoup de finesse et un esprit de concertation qui était nécessaire pour faire avancer le projet. Les principaux contributeurs de l'IERDJ sont à cet égard les 4 cours supérieures françaises, donc le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, la Cour de cassation et la Cour des comptes, le ministère de la Justice et le CNRS. La conférence est importante des présidentes et présidents d'universités a spontanément décidé de se joindre au GIP avec le soutien du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, lequel est aussi membre constitutif du groupement. Je voudrais aussi citer parmi les partenaires l'École nationale de la magistrature, la Caisse des dépôts et consignations qui entretient de longue date des relations privilégiées avec les professions du droit, et ces professions sont d'ailleurs elles-mêmes toutes représentées dans l'Institut, le Conseil national des barreaux, le Conseil supérieur du notariat, la Chambre nationale des commissaires de justice, la Conférence nationale et le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, l'Association française des juristes d'entreprise et le Cercle Montesquieu. Le président Fabius, que je remercie puisque c'est sous sa présidence l'année dernière que, d'une certaine manière, ont été réfléchies ces évolutions sous sa conduite, reviendra lors de la table ronde sur l'histoire de la création de l'IERDJ et l'apport de l'Institut des hautes études sur le droit, sur la justice, et je ne vais pas donc aller plus loin sur ce sujet. Je rappelle simplement les moyens importants dont le futur institut disposera et qui ne sont pas seulement, c'est important, la somme des moyens alloués dans le passé aux 2 institutions. On ne s'est pas contenté d'ajouter les moyens dont disposaient l'IHEJ et la MRDJ. C'est une augmentation significative des moyens qui sont alloués au nouvel institut, et je remercie le ministère qui a fait un effort significatif. Ce sont 20 personnes environ qui travailleront en permanence, et le budget de lancement pour 2022 s'élèvera à la somme de 1 365 000 €, une somme qui permettra de faire réellement des choses. C'est un effort considérable de l'ensemble des partenaires que je tiens à saluer. S'agissant en deuxième lieu des valeurs et des objectifs de l'Institut, j'en citerai 4 qui sont, à mon avis, structurants et sur lesquels l'ensemble des parties prenantes ont toujours été en phase. La première valeur, c'est l'indépendance. Et cela a été, Laurent Fabius s'en souvient, une valeur cardinale qui a été, je dirais, mise en exergue dès le début des travaux. Il s'agissait non pas de créer un organisme à la disposition du gouvernement ou du ministère, mais de créer un institut pleinement indépendant. Et l'IERDJ a été pensé pour permettre aux acteurs publics et privés de mobiliser leurs ressources au bénéfice d'une réflexion et d'une action commune dans un cadre indépendant, ce qui était à nos yeux une garantie indispensable de la qualité des travaux et des études qui seront menées. Et cette indépendance sera garantie par l'implication des cours supérieurs et la présidence tournante de l'Institut par leur chef, sur le modèle de ce qui se faisait déjà pour l'Institut des hautes études sur la justice. Et c'est dans ce cadre-là que depuis le 1er janvier 2021, j'ai succédé à Laurent Fabius. Cette indépendance se retrouvera également dans la composition du conseil scientifique où seront représentées toutes les professions du droit sans exception. Deuxième valeur, l'excellence scientifique. Nous avons en effet tenu à placer l'Institut sous le signe de l'excellence,
Le conseil scientifique sera ainsi composé de 20 à 30 membres de très haut niveau, et la première présidente du conseil scientifique de l'Institut sera Françoise Tulkens, que je n'ai pas besoin de vous présenter, qui par sa longue et prestigieuse expérience représente finalement, c'est une gageure à elle seule, toutes les professions du droit, puisque vous avez été juge, vice-présidente de la Cour européenne des droits de l'homme, universitaire, chercheuse et avocate. Vous rassemblez dans votre personnalité tout ce que nous voulons justement réunir. Troisième valeur sur laquelle je voudrais insister, l'Institut sera placé sous le sceau d'une double exigence, la pluridisciplinarité, mais aussi l'ancrage dans le réel. L'esprit de l'Institut sera bien, d'une part, de produire de la recherche ancrée dans le réel, qui soit en lien avec les problématiques rencontrées au quotidien par les acteurs publics, les responsables des politiques publiques de la justice, les juridictions et les professionnels du droit. Chantal Arens expliquera dans la table ronde quelles sont justement les attentes que place vis-à-vis de l'Institut, la juridiction judiciaire, et Pierre Moscovici insistera sur les liens entre les travaux de la nouvelle institution et l'évaluation des politiques publiques. À côté de cette recherche ancrée dans le réel, bien sûr, la recherche fondamentale jouera tout son rôle. Cette recherche fondamentale qui sera produite ne sera jamais déconnectée des enjeux concrets, je dirais, du monde réel. Et nous avons souhaité, dans ce cadre, que l'Institut soit à la fois capable de contribuer aux réflexions sur les problèmes les plus actuels, ce qui implique de la souplesse, de la réactivité, mais en même temps tourné vers l'avenir et le long terme, c'est-à-dire qu'il effectue des travaux utiles et solides de perspective. L'Institut vise d'autre part à pallier une carence de la recherche française en matière de droit et de justice en promouvant des réflexions qui soient transversales, qui soient pluridisciplinaires et surtout interprofessionnelles. Et il a été conçu pour dépasser les cloisonnements universitaires, encourager les approches holistiques, ce qui devrait permettre de renforcer la place de la France dans la recherche internationale. Enfin, et j'insiste sur ce point, le dernier objectif a été de conférer à l'IERDJ une véritable dimension internationale et européenne. L'Institut ne sera pas seulement tourné vers la France, mais aussi accordera beaucoup d'importance à l'international, à l'Europe, en promouvant notamment le droit comparé. Ceci passera, outre la stature internationale de Madame Tulkens, par des efforts pour tisser des liens forts avec des professionnels et des chercheurs étrangers qui seront notamment accueillis dans le conseil scientifique, aussi en résidence et évidemment dans les colloques internationaux que l'Institut organisera. S'agissant en dernier lieu des axes de recherche de l'IERDJ dont les travaux débuteront dès 2022, un programme très riche de travail a déjà été approuvé par l'Assemblée générale constitutive du groupement qui s'est tenue la semaine dernière, le 24 novembre. Je ne mentionnerai ici que 3 de ces axes qui me semblent particulièrement intéressants et illustrent justement les ambitions de l'Institut. Justice et société d'abord. Cet axe de recherche permettra notamment d'approfondir les travaux concernant les attentes de la société civile à l'égard du droit, à l'égard de la justice. Ceci pourrait par exemple aider les juges à mieux comprendre et donc à mieux anticiper les raisons pour lesquelles la demande de justice va croissante depuis de nombreuses années maintenant. D'autres recherches viseront quant à elles à identifier les enjeux pédagogiques de compréhension du droit et du rôle des différents acteurs juridiques et judiciaires, ce qui est essentiel pour nourrir la confiance des citoyens dans la justice. Autant de sujets qui intéressent directement les juridictions, les administrations et les professionnels du droit. Deuxième axe de recherche, et le président Fabius, je dirais, a beaucoup insisté sur ce point, le droit des générations futures. Cette thématique recouvre bien sûr la question des rapports entre la justice et l'écologie, le changement climatique ou encore le numérique, mais pas seulement. Dans des domaines
aussi différents que la bioéthique, la dette ou la pauvreté, par exemple, quel patrimoine, quel héritage ou quelle charge les générations actuelles laisseront aux générations futures. Et finalement, qui peut et qui doit parler, notamment devant les juges, au nom des générations futures? Faut-il traduire cela, cet équilibre des charges entre générations d'aujourd'hui et générations futures dans notre droit positif? Faut-il le traduire dans l'ordre juridique? Quel est le bon point d'équilibre? Comment faciliter l'accès au prétoire, aux juges de ces générations à venir? Quelles conséquences procédurales tirer de ces choix? Troisième sujet, les identités professionnelles. On le sait, c'est un sujet d'actualité. L'IERDJ entend s'en emparer en vue de répondre aux nombreuses et importantes questions qu'il pose et que nous devons regarder en face. Au-delà des conditions de travail, qui sont en réalité les professionnels de la justice et les professionnels du droit? Quelles sont leurs attentes? Quelle représentation ont-ils de leurs fonctions, de leurs missions et de leurs évolutions possibles? Quel est l'impact du numérique sur ces fonctions et la représentation que s'en font les acteurs concernés? On le voit, mesdames et messieurs, l'IERDJ est un institut que l'on a voulu utile, efficace, en prise avec les enjeux de notre société. Il est un institut, en tout cas, je le dis aujourd'hui, plein de promesses, et je ne doute pas une seconde qu'il saura les faire éclore sous le patronage des cours supérieures françaises, du ministère de la Justice et du CNRS, sous le regard que l'on sait exigeant de Robert Badinter, sous l'impulsion de Françoise Tulkens et de son conseil scientifique, et enfin, bien sûr, grâce à l'action de toutes les chercheuses, de tous les chercheurs qui prendront part à ces travaux, ainsi que celles et ceux qui le feront fonctionner au quotidien, et je tiens à les remercier par avance très chaleureusement, en pensant naturellement à Valérie Sagan, qui va jouer un rôle clé dans la direction de ce nouvel institut. Le moment est à présent venu de laisser la parole au garde des Sceaux pour le message qu'il a enregistré avant de réunir la table ronde dont j'ai annoncé la composition. Je vous remercie. Monsieur le vice-président du Conseil d'État, Monsieur le président du Conseil constitutionnel, Monsieur le président de la Cour des comptes, Madame la première présidente de la Cour de cassation, Mesdames et Messieurs, c'est avec un enthousiasme particulier que nous célébrons aujourd'hui, ensemble, l'inauguration de l'Institut des études et de la recherche sur le droit et la justice, le nouvel IERDJ. Cette inauguration doit être un point de départ, celui d'un nouvel élan de la recherche et plus largement de la réflexion dans le domaine du droit et de la justice. Les deux structures qui fusionnent aujourd'hui, l'Institut des hautes études sur le droit et la justice et la mission Recherche, droit et justice, ont 30 ans. Et cela fait presque 30 ans que leur devenir et leur rapprochement possible sont régulièrement discutés. Dès mon arrivée à la chancellerie, j'ai été convaincu que le chemin du rapprochement serait bénéfique. Et c'est pourquoi, en octobre 2020, le président Laurent Fabius, alors président de l'IHEJ, et moi-même avons confié à Madame Jemny Wagner, inspectrice générale de la justice, le soin de formuler des propositions sur cette hypothèse. En janvier 2021, nous avons souhaité que les travaux se poursuivent dans le cadre d'une mission de préfiguration, toujours pilotée par Madame Jemny Wagner, que je veux ici remercier pour son engagement, sa détermination et sa délicatesse dans la conduite de cette mission.
Il aura donc fallu moins d'1 an pour concrétiser non pas une simple fusion, mais une naissance, celle de ce nouvel institut car l'IERDJ se présente aujourd'hui avec des missions et des finalités rénovées. Je voudrais solennellement remercier Monsieur le Président Badinter, qui a accepté de prendre la présidence d'honneur de ce nouvel institut. Lui, qui a posé les fondations de cette maison il y a plus de 30 ans. Ce haut patronage est aussi important pour l'avenir, car il fixe un cap et des valeurs. Cette maison sera en effet accueillante et ouverte. À cet égard, la première grande réussite est de réunir toutes les composantes de la justice par le truchement de leurs éminents représentants. Président du Conseil constitutionnel, vice-président du Conseil d'État, première présidente de la Cour de cassation et premier président de la Cour des comptes, je tiens également à souligner ma satisfaction de l'ouverture du groupement d'intérêt public à toutes les professions du droit, les avocats, les notaires, les greffiers du tribunal de commerce, les commissaires de justice. Et je me réjouis que soit davantage prise en considération la justice consulaire et la justice prud'homale. Cette ouverture concerne enfin de nouveaux partenaires institutionnels, en particulier la Conférence des présidents d'université et la Caisse des dépôts. Tous ont accepté de participer au bon fonctionnement d'une institution d'intérêt collectif, qu'ils en soient tous sincèrement remerciés. Bien évidemment, le partenariat avec le CNRS, dont je salue le président directeur général, demeurera la colonne vertébrale du futur institut. Je m'en réjouis tout particulièrement parce que le cap de l'IERDJ, c'est aussi son excellence scientifique. C'est d'ailleurs afin de garantir cette excellence que l'IERDJ a fait le choix de renforcer son conseil scientifique en nommant à sa présidence une personnalité éminente, Madame Françoise Tulkens, universitaire et ancienne juge à la Cour européenne des droits de l'homme, que je remercie d'avoir accepté ces fonctions. Le ministère de la Justice attend de la nouvelle structure qu'elle porte de grandes ambitions. Et j'ai particulièrement souhaité que cette espérance ne se limite pas à de simples incantations. C'est pourquoi mon ministère a consenti un effort budgétaire significatif pour porter sa contribution, toute valorisation confondue, à 2 millions d'euros. C'est dire combien ma volonté et l'engagement de mon ministère à soutenir la recherche sont concrets. C'est dire combien je serai attentif à ce que, par son vote en conseil d'administration et en assemblée générale, mon ministère puisse, en concertation avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et les 4 cours, veiller à la réalisation des promesses que recèle ce nouvel institut. Ces promesses tiennent avant tout pour moi à la richesse des idées, analyses et propositions immédiates ou prospectives qui nous permettront de mieux concevoir, anticiper et concrétiser les politiques publiques de justice. Je pense par exemple à la recherche menée actuellement par la MRDJ sur le numérique, dont la prise en charge éducative des jeunes sous main de justice, ou encore sur celle portant sur les rapports des citoyens à la justice. Cette recherche récente alimente la réflexion actuelle sur les états généraux de la justice.
La chercheuse qui a coordonné cette enquête, Cécile Vigour, a d'ailleurs présenté cette recherche lors du lancement de ses États généraux à Poitiers. Je souhaite donc inaugurer un institut, mais surtout un lieu d'effervescence intellectuelle et aussi un lieu d'inspiration pour les praticiens de la justice. Il faut que l'Institut soit en mesure de faire connaître ce qu'il contribue à produire et puisse renseigner les juridictions, l'administration et les professionnels lorsqu'ils s'interrogent sur leurs pratiques et leurs actions. Nous savons beaucoup plus de choses que nous ne l'imaginons. Le défi est immense, notre attente est grande. Et je remercie Madame Sagan d'avoir accepté de porter la noble mission de diriger l'Institut au bénéfice de tous. Je souhaite longue vie aux nouvelles IERDJ. Je vous remercie infiniment. Monsieur le vice-président, merci beaucoup pour votre accueil et tout le soutien que vous avez apporté à la création de ce nouvel institut tout au cours de cette année qui s'est écoulée. J'invite maintenant les participants à la table ronde, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, à nous rejoindre, Madame la Première Présidente de la Cour de cassation, Madame Arens, Monsieur le Premier Président de la Cour des comptes, si vous voulez bien, Madame Marie Gaille, directrice de l'Institut national du CNRS en sciences humaines et sociales. Madame Arens, vous êtes de l'autre côté. Et Françoise Tulkens, notre présidente du Conseil scientifique, qui a déjà été amplement présentée. Mesdames et messieurs, distingués invités, nous réunissons aujourd'hui dans ce nouvel institut l'ensemble des acteurs et actrices du droit et de la justice, entre eux d'abord, puisque c'est un lieu où ils peuvent dialoguer et échanger entre eux, et également avec le monde universitaire et de la recherche, comme cela vous a été indiqué. Pour son lancement, nous avons souhaité que toutes celles et ceux qui ont contribué à sa création puissent débattre ce soir. C'est le format que nous avons choisi pour évoquer vos attentes respectives et les échanges que vous souhaitez avoir entre vous. La présence autour de cette estrade, sur cette estrade, symbolise l'héritage des deux structures, l'Institut des hautes études sur la justice, dont on vous a expliqué le mode de gouvernance très particulier et très prestigieux, la présidence à tour de rôle des présidents et présidentes des cours supérieures, et également l'implication extrêmement forte du CNRS depuis le début de la création de la mission de recherche droit et justice, et un engagement qui est d'ailleurs renforcé aujourd'hui dans ce nouvel institut. Également dans l'ADN de l'ancien GIP, l'importance du rôle du conseil scientifique, symbolisé aujourd'hui par notre nouvelle présidente Françoise Tulkens. Monsieur le ministre a rappelé combien le ministère s'était impliqué dans la création de ce nouvel institut, combien il avait mobilisé de moyens. Et je tiens à remercier tout particulièrement Catherine Pignon, secrétaire générale du ministère, et Sébastien Gallois, secrétaire général adjoint, qui ont été à nos côtés dans toute cette création. Et je me permets de mentionner également Hélène Davot, conseillère du président de la République, avec laquelle nous avons échangé de longue date, et avec Sonia Gemini-Wagner, bien évidemment, sur ces enjeux. La gouvernance collective et équilibrée que nous avons imaginée doit doter l'Institut de moyens solides, pérennes, et aujourd'hui, nous souhaitons évoquer avec vous ces orientations.
Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, cette rencontre fait suite aujourd'hui, vous l'avez rappelé, Monsieur le Vice-président du Conseil d'État, à l'Assemblée générale de l'Institut qui s'est tenue la semaine dernière, au cours de laquelle nous avons beaucoup évoqué le programme de travail. Quelles sont vos attentes à ce sujet aujourd'hui ? Merci beaucoup. Merci, cher vice-président, mesdames et messieurs, chers amis. Le vice-président du Conseil d'État a excellemment rappelé la genèse de cette institution. Il a remercié, il a eu raison de le faire, toutes celles et tous ceux qui ont participé à cette genèse. Il a dit aussi ce qu'on pouvait en attendre, et le garde des Sceaux, il y a un instant, est revenu avec pertinence sur ces différents points. De sorte que, et je prie le vice-président du Conseil d'État de bien vouloir m'en excuser, je ne vais pas faire l'œuvre d'historien qui m'était assigné, mais je vais plus modestement dire ce que, en tant que président du Conseil constitutionnel, je peux attendre rapidement du nouvel institut. Comme il y a été fait allusion, je souhaite m'arrêter quelques instants sur une thématique qui me semble pouvoir et même devoir être au cœur des travaux de l'URDJ et qui revient systématiquement lorsque je pose à mes homologues à la tête de cours constitutionnelles étrangères toujours la même question. Quels sont les contentieux qui vont être importants pour toi dans les années qui viennent et quelles sont les questions, les approches qui sont peut-être insuffisamment traitées? Et la réponse, très souvent, de mes homologues est celle-ci. Ce serait intéressant de connaître un peu mieux et de réfléchir un peu plus profondément sur notre responsabilité à l'égard des générations futures. C'est une question très difficile, mais je pense centrale, à laquelle nous devons essayer de répondre en unissant nos efforts par-delà les différentes disciplines et les différentes professions juridiques. Le fait est qu'à ce jour, sauf erreur collective majeure, peu d'études transversales ont été conduites sur ce sujet. Et c'est pourquoi le nouvel institut, dont, cela a été fort bien rappelé, l'un des cœurs de mission est la prospective, me paraît un excellent cadre pour approfondir cette recherche. Jusqu'il y a peu, convenons que la réflexion invitait à penser surtout le poids du passé sur le présent. Et celui du présent sur le futur pouvait apparaître assez abstrait. Mais aujourd'hui, cette question a en droit une portée théorique et pratique qui mérite, je le crois, que l'on s'en saisisse avec attention. Vous avez peut-être noté que dans une décision récente, la Cour constitutionnelle fédérale allemande a reconnu pour la première fois un principe de responsabilité à l'égard des générations futures dans le domaine de l'environnement et singulièrement du climat. Elle s'est fondée sur ce principe pour annuler une loi sur le climat en considérant que cette loi reportait sur les générations futures un effort tellement important qu'il exposerait leur vie à des pertes de liberté considérables. Et cette décision, qui donne un contenu à une justice pour le futur et soulève bien sûr beaucoup de questions, peut aussi concerner notre pays et notre justice. Par exemple, où situer les générations futures dans la summa divisio classique des personnes et des choses?
Par exemple, qui pourra agir au nom des générations futures quand la recevabilité de l'action suppose un intérêt né et actuel? Et quid de la prescription de la preuve du lien de causalité? Et, dépassant et résumant l'ensemble, qui est le mieux à même de s'exprimer au nom des générations futures? Les recherches de ce type doivent certainement concerner d'abord l'environnement. Mais la question de la responsabilité à l'égard des générations futures dépasse ce sujet majeur, avec à chaque fois des enjeux importants de prévisibilité et de sécurité juridique. Par exemple, la santé, avec le biopouvoir qui investit la vie au point de la transformer. La bioéthique, avec la question du transhumanisme, de ses conséquences, de ses limites et de ses dangers. La sécurité, face aux menaces en tout genre, terroristes, cyberattaques, etc. Les finances publiques, avec la question non négligeable, Monsieur le Premier Président, du poids de la dette sur les générations futures. D'une certaine manière, les réflexions autour du droit des générations futures invitent à nous demander quels parents, quels grands-parents, quels ancêtres voulons-nous être? Et à cette question, plus encore que les structures qui l'ont précédée, auxquelles je veux à nouveau rendre hommage, l'IERDJ doit être en mesure d'apporter des éléments de réponse appuyés sur deux piliers centraux qui décideront finalement de son succès et qui ont été cités précisément par le vice-président du Conseil d'État, l'indépendance et l'excellence. Et l'Institut, dans cette mesure, contribuera à une justice de l'avenir authentiquement juste et, ce qui n'est pas moins important, ressentie comme telle. Pour cette raison, pour toutes les autres qui ont déjà été abordées, qui le seront dans la suite de cette fin d'après-midi, je souhaite à l'IERDJ, qui peut-être, nous regrettons tous l'absence bien compréhensible de Robert Badinter, qui peut-être, je parle de l'IERDJ, prendra un nom plus simple dans le futur. Pour cette raison et pour toutes les autres, je nous souhaite un très bel avenir. Merci. Merci, Monsieur Fabius. Madame la Première Présidente de la Cour de cassation, je rappelle également que vos responsabilités s'étendent avec Monsieur le Procureur général à la présidence du Conseil d'administration de l'École nationale de la magistrature et la présidence du Conseil supérieur de la magistrature. L'ensemble de ces responsabilités vous amène à concevoir des attentes bien spécifiques à l'égard de l'Institut. Quelles sont-elles ? Merci beaucoup, en fait. Et ce que je voulais dire à titre liminaire, j'adhère tout à fait aux propos de Monsieur le Président Fabius, parce qu'il me paraît absolument essentiel qu'un institut de recherche ait une vision prospective de ce qui est en train de se passer et puisse en tirer des conclusions pour les générations futures. À titre liminaire, je souhaiterais remercier les membres de Bientôt Feu, l'Institut des hautes études pour la justice, et tout particulièrement son secrétaire général, qui pendant de très nombreuses années, Antoine Garapon, a été une sorte de phare en fait, et par ses visions très éclairantes pour la justice. Les attentes du monde judiciaire sont multiples, protéiformes, mais aussi évolutives. Actuellement, l'institution judiciaire traverse une crise importante et il me semble qu'il faut urgemment prendre en compte en fait les causes profondes et probablement anciennes de cette crise et peut-être encore plus qu'hier, réfléchir à la justice que nous voulons et que nous pourrons avoir demain. Les constats sont nombreux, il y a eu beaucoup d'études, mais je suis convaincue que nous sommes en quelque sorte à la croisée des chemins et qu'il ne faudra pas se tromper de direction.
Et pour cela, nous avons besoin d'expertise, de recul, de réflexion pluridisciplinaire, mais aussi, et j'insiste beaucoup, de plasticité et d'inventivité. Pour répondre à la multiplicité des attentes, à leur caractère protéiforme et évolutif, je plaide depuis des années pour une approche systémique de l'institution judiciaire qui prenne en même temps en compte les questions de territoire, de statut, de périmètre et d'office du juge. Ces questions sont fondamentales dans une société qui a considérablement évolué et qui est passée en quelques années du stylo à la touche du clavier. Il faut donc, pour comprendre ces enjeux et pour relever les défis qui sont immenses, des compétences variées qui dépassent largement les seuls prismes juridiques et judiciaires. La nouvelle équipe scientifique de l'IERDJ, renforcée et plus ouverte encore, devrait favoriser cette approche pluridisciplinaire qui est la pierre angulaire de son projet scientifique. Il faudra assurément donner du temps à la réflexion avec des perspectives historiques, sociologiques et encore philosophiques ou mathématiques, mais il faudra aussi pouvoir bénéficier d'études courtes, plus ramassées, plastiques, comme je l'indiquais tout à l'heure, c'est-à-dire être en capacité de s'adapter et d'absorber les évolutions continues qui traversent l'institution pour l'aider à les appréhender, les comprendre et pouvoir s'adapter le plus rapidement possible. J'insiste sur l'importance, selon moi, d'œuvrer dans les deux directions. Les projets à moyen et long terme, comme l'a excellemment rappelé Monsieur le vice-président du Conseil d'État, sur la base des appels à projets ou des projets spontanés. Ça me paraît très important que l'IERDJ accepte des projets spontanés, des projets à court terme, sous la forme d'études, de séminaires, de colloques, car la justice a besoin à la fois de savoir où elle va sur le long terme, mais aussi de pouvoir s'adapter en permanence et donc d'y voir clair sur les moyens pour y parvenir. Je retiens pour l'année 2022 particulièrement le projet concernant les identités professionnelles que vous avez rappelé, Monsieur le Vice-président, qui m'apparaissent au cœur des préoccupations immédiates des acteurs de justice. La Cour de cassation, de même que l'ensemble des juridictions d'ordre judiciaire, et vous les avez bien compris que je les réunis dans un même thème, car pour moi, il n'y a qu'une justice judiciaire qui se lie de la base au sommet et du sommet à la base, souhaite pouvoir continuer à travailler avec l'IERDJ comme elle le faisait jusqu'à présent avec l'IHEJ et le GIP MRDJ, ça fait beaucoup de sigles. Le partenariat devra donc être souple, réactif, mais aussi institutionnel. Et pour cela, je pense qu'il est utile de s'appuyer sur des conventions pour qu'il y ait des projets structurants, comme par exemple la mise à disposition des décisions de justice en open data, projet porté par la Cour de cassation et dont je ne cesse de dire que l'open data va profondément modifier les métiers de justice de tous les professionnels de la justice et donc avoir une incidence pour l'ensemble des citoyens. La Cour des comptes, par la voix de son président, a récemment conclu dans un rapport et a ouvert des pistes qui peuvent être aussi une source de réflexion et de réformes à venir. En conclusion, vous comprendrez qu'à travers mon propos, je prône plutôt une approche bien sûr scientifique, mais aussi opérationnelle et pragmatique des thématiques dont le nouvel institut pourra se saisir à l'avenir. Et je pense que l'institution judiciaire a vraiment besoin de cette vision prospective pour traverser la crise qu'elle traverse actuellement et pouvoir la transcender. Je vous remercie. Monsieur le Premier Président de la Cour des comptes, votre institution, bien évidemment, est active en matière d'évaluation des politiques publiques. Dans sa dernière note synthétique, pas toujours très tendre d'ailleurs à l'égard de l'institution judiciaire, mais vous avez également, dès votre prise de fonction, souhaité renforcer les partenariats avec la recherche en concluant notamment une convention avec le CNRS que nous avons remarqué.
Comment concevez-vous donc le travail à l'avenir avec cet institut? Merci, madame. Bonsoir et merci pour votre invitation. C'est de chaleureux mots. Oui. Merci pour vos mots chaleureux d'introduction ainsi que pour votre invitation que j'ai acceptée avec grand plaisir. Je suis ravi de pouvoir participer à cette table ronde à l'occasion de la présentation de l'IERDJ. Il faudra en effet, Monsieur le Président, cher Laurent, trouver peut-être un nom plus simple, ce sera pratique pour tout le monde. C'est la première fois depuis que je suis Premier Président de la Cour des comptes que je participe à un projet collectif ici au Conseil d'État, et celui-ci est en effet d'importance. Je suis très heureux de le faire et je me réjouis de ce moment d'échange pour au moins 3 raisons. D'abord, il me permet de souligner mon attachement à les structures comme ce GIP qui promeuvent et qui cultivent la réflexion, en l'occurrence sur l'avenir du droit et de la justice, comme vous l'avez esquissé, Monsieur le Président Fabius, en relation avec les enjeux décidés de demain, comme l'environnement, le numérique, et c'est vrai, la dette publique, que je crois être un sujet tout à fait transversal, pas seulement économique et financier, mais bel et bien démocratique. Et puis ensuite, parce que la Cour des comptes est une juridiction, qu'elle entend bien le rester, et qu'il est important qu'elle le demeure. C'est ce que j'ai défendu dans le cadre du projet de réforme de la responsabilité des gestionnaires publics, qui est en cours d'examen devant le Parlement, qui va unifier le jugement des ordonnateurs et des comptables, mais qui va le faire sous l'égide de la Cour, avec le Conseil d'État, évidemment, comme juge de cassation. Et puis, enfin, parce que lors de mon instance d'installation, j'ai fait du renforcement des liens avec le monde du savoir et les organismes d'études et de prospective un axe stratégique et prioritaire pour les juridictions financières. C'est dans cet esprit que la Cour a signé en effet des conventions de coopération, vous disiez Madame la Directrice, avec la Conférence des présidents de l'université et le CNRS, et je me réjouis que les chambres régionales des comptes, à l'instar de la CRC d'Île-de-France, fassent de même avec l'école d'urbanisme. Et c'est donc pour moi l'occasion ici de réaffirmer cette volonté d'en faire une priorité. Vous m'avez demandé d'intervenir sur un thème qui me tient depuis très longtemps à cœur, celui de l'évaluation des politiques publiques. La crise sanitaire, qui n'est pas finie, nous a plus que jamais rappelé l'utilité d'un contrôle exigeant et indépendant des politiques publiques mises en place. Je pense que la France doit encore développer cette culture de l'évaluation. Elle commence à le faire grâce à de nombreux acteurs. Le rapport du Conseil d'État a été particulièrement utile à cet égard, dont cet institut d'études et de recherche qui, je crois, doit englober cette dimension. Je peux, en effet, en venant ici, remplir les objectifs que j'ai fixés aux juridictions financières et échanger avec des acteurs divers et importants de sujets qui sont importants. Alors, quelles sont les attentes de la Cour vis-à-vis de ce groupement et qu'est-ce que nous pouvons lui apporter aussi en retour? Je ne cache pas que ma venue ici est à la fois investie et intéressée. La Cour espère y trouver de quoi alimenter ses priorités. J'ai évoqué des objectifs plus avant, renforcement de l'évaluation, développement de partenariats avec le monde de la recherche. Ils s'inscrivent dans le cadre d'un projet stratégique de transformation que j'ai lancé quand j'ai été nommé, juridiction financière 2025, JF 2025. Je souhaite que la Cour, dans l'esprit de la Constitution, devienne un acteur majeur, pas exclusif mais majeur, dans la conduite de l'évaluation des politiques publiques économiques, sociales, environnementales en France. Quand je dis la Cour, je parle bien des juridictions financières dans leur ensemble, et je me réjouis que le Parlement puisse examiner dans quelques semaines le projet de loi porté par Mme Gourault, 3DS, qui devrait, si tout va bien, donner aux chambres régionales des comptes la compétence d'évaluation des politiques publiques locales, parce que le national et le local, évidemment, cheminent de concert dans nos décisions publiques. Pour ça, nous avons lancé des actions très concrètes, dont certaines sont d'ores et déjà opérationnelles. Je ne vais pas les détailler, je vais en citer simplement une. J'ai un objectif qui est certes ambitieux, mais qui sera rempli, et qui est de consacrer 20% de nos ressources à l'évaluation de politique publique, contre seulement 5% aujourd'hui, ou encore le développement d'un nouvel axe de contrôle appelé évaluation de la qualité du service public rendu. Et
nous le ferons toujours main dans la main avec le Conseil d'État. Je serai d'ailleurs à nouveau ici demain pour un colloque organisé par la Cour et le Conseil et la Cour, sur l'évaluation partagée au niveau territorial. Ce sont des transformations internes qui étaient nécessaires. On a besoin de contributions extérieures. Et là, je reviens tout à fait à l'IURDJ. Je sais que vous souhaitez intensifier vos efforts concernant l'évaluation pluridisciplinaire de l'impact des travaux d'évaluation de politique publique. Je ne peux que m'en réjouir. Cette évaluation de l'évaluation sera, j'en suis convaincu, riche d'enseignements. Elle s'inscrit dans la tradition de remise en question permanente propre à notre institution. Je souligne d'ailleurs que JF 2025 est aussi le fruit d'une peer review, une revue des pairs réalisée par notre homologue britannique du National Audit Office. Et donc, nous ne craignons pas la critique, être évalué, c'est aussi cela. Et on peut être tout à fait tendre et être un peu critique, Madame la Directrice, même sur la justice. L'évaluation des politiques publiques n'est pas le seul chantier pour lequel la Cour est demandeuse de travaux de recherche de l'IURDJ. Je n'oublie pas non plus les axes très importants que sont le contrôle de la régularité, les atteintes à la probité et encore une fois la question de la dette. Tout ça est d'autant plus important que la réforme en cours de la justice financière, voulue par le gouvernement, mais que nous avons aussi anticipé, va modifier très profondément la mission de juger les comptes et la gestion des acteurs publics. Et donc, nous devrons nous consacrer à l'examen, au jugement d'infractions financières réellement fautives des gestionnaires publics. Je sais que vous travaillez déjà sur cette dimension, que l'IURDJ, dans ses formules antérieures, a notamment publié l'étude du doctorant en sociologie Maxime Agathor, la corruption vue par les sciences sociales. C'est une approche synthétique qui est vraiment essentielle à mes yeux pour mieux connaître le phénomène corruptif et orienter l'action publique comme son contrôle. Et à ce titre, je regrette que l'appel à projet réalisé sur ce thème si essentiel des atteintes à la probité publique n'ait pas encore intéressé. Donc, je relance cet appel. Je suis convaincu que le séminaire de mobilisation de la recherche que vous animerez en partenariat avec l'Agence française anticorruption permettra d'attirer des candidatures pour l'année prochaine. C'est pour la Cour un élément essentiel dans notre participation aux côtés des justices constitutionnelles, judiciaires et administratives. Constatez donc que la Cour attend beaucoup de ce nouvel institut parce qu'il a besoin d'être irrigué, elle aussi, par des travaux de qualité comme ceux qu'il va produire. C'est une relation qui est plus que jamais pertinente au vu des transformations que connaissent les juridictions financières, en particulier dans les domaines de l'évaluation des politiques publiques et des atteintes à la probité. Vous pouvez donc pleinement compter sur la Cour des comptes et compter totalement sur mon soutien. Très concrètement, la Cour accueillera la réunion du Conseil scientifique le 18 mars et elle s'en réjouit. Et puis, je vous promets aussi que nos services proposeront très rapidement un directeur ou une directrice des affaires financières. Merci pour votre attention. Merci, Monsieur le Premier Président. Il faut rappeler que chaque cour s'est engagé à mettre à disposition un personnel de manière assez pérenne, je dois dire, même si ce n'est pas indéfini, auprès du nouveau GIP. Et je les en remercie. Ça va permettre aussi d'améliorer beaucoup notre travail au quotidien et d'avoir des échanges très productifs. Le CNRS, Madame la Directrice, le CNRS est le deuxième gros contributeur du GIP depuis son origine. Donc là, j'évoque le GIP Mission de recherche dans la justice. Vous avez toujours été très assidus et je tiens également à souligner la présence parmi nous de Lionel Morel, directeur adjoint scientifique dans la salle du CNRS, qui a participé à la mission de préfiguration conduite par Sonia Jamie Wagner pendant toute l'année. Et le service juridique également du CNRS nous a soutenus dans cette mission de préfiguration. Donc, comme vous le savez, il y avait des représentants des deux anciennes organisations, du CNRS et du ministère de la Justice. Et je tiens à saluer Anne Toulmont, puis Sophie Van Puyvelde, qui y ont participé. Pour le CNRS, donc un engagement ancien et qui est renouvelé et même amplifié, puisque le CNRS
accepte également de mettre à disposition un personnel supplémentaire et des financements supplémentaires dans la nouvelle structure. Structure donc qui reprendra les activités des 2 précédentes, mais qui également ira au-delà. Dans ce contexte, comment voyez-vous votre engagement au sein du nouvel institut ? Bonsoir. Je voudrais tout d'abord vous saluer au nom d'Antoine Petit et vous prier de l'excuser. Il est engagé par ailleurs. Et je vais donc prendre la parole pour effectivement tenter de répondre à votre question en son nom. Alors, d'une certaine manière, je pourrais vous répondre d'un mot en disant que l'Institut des études et de la recherche sur le droit et la justice est un magnifique écrin pour réaliser l'une des missions qui est assignée au CNRS dans son décret de création et qui est celle d'œuvrer à la connaissance pour le bien commun. Voilà, je voudrais maintenant essayer peut-être de développer cette réponse un peu plus amplement et sans perdre de vue l'horizon du futur qui a été évoqué précédemment, souligner que... je ne sais pas si... L'engagement du CNRS, effectivement, remonte à une période qui est déjà ancienne, si je puis dire, à la fin des années 50 et au début des années 60, puisque l'histoire de cette mission s'ancre dans des temps anciens et que cela donne une assise assez solide, je pense, à la collaboration. C'est une histoire qui a été marquée par des étapes de refonte successives, mais qui ont toujours été accompagnées dans un degré de plus ou moins grande proximité par le CNRS au début des années 80, puis au début des années 90, qu'ensuite au rapport publié par Madame Maestrucci, Mastracci dans la salle, le GIP a été créé en 1994. Alors cet écrin, en fait, il tient, je pense, en un point fondamental pour le CNRS, qui œuvre à travers différents réseaux pour la recherche en droit, il tient dans le fait de garantir à la recherche scientifique en droit de développer des questionnements nourris par des échanges avec les professionnels du droit, avec les institutions publiques et donc en prise avec les mutations de la société et leurs implications en droit. Et tout à l'heure, Madame Arène soulignait le besoin d'opérationnalité qui, je pense, n'est pas contradictoire avec la recherche fondamentale, mais il faut créer ce lieu d'interface pour qu'ils se nourrissent réciproquement. Et votre institut, je pense, est le lieu par excellence pour cette interface et cette alimentation réciproque de la recherche, des institutions publiques et des professionnels du droit. Nous le voyons tous les jours dans les objets de recherche abordés par les équipes de recherche du CNRS. Les sociétés contemporaines changent et les modalités de régulation juridique évoluent en conséquence. Ces régulations juridiques, elles sont aussi un moyen pour nous d'appréhender le sens que les sociétés humaines accordent à leurs évolutions historiques, à leurs droits. Et donc, de ce point de vue, à travers les dialogues qui seront développés dans cet institut, c'est pour nous une façon de nourrir tout à fait essentielle la réflexion sur la manière dont les sociétés humaines s'appréhendent dans leur rapport au passé, présent et futur. J'insisterai aussi sur le point particulier, je pense qu'il n'est pas étranger à la programmation scientifique qui a été proposée pour 2022, de l'ensemble des manifestations sociales qui se traduisent par des formes de droits négociés, l'irruption des publics, le développement de la soft law et toutes ces finalement formes sociales de prise en main, de prise en compte du droit aujourd'hui. Alors les manières dont nous allons nous engager, elles ne sont pas un secret pour vous, Madame Sagan, mais je vais les rappeler brièvement. Elles renvoient aux grandes orientations prioritaires du CNRS et qui sont aussi celles de l'Institut des sciences humaines et sociales avec lequel vous collaborez plus particulièrement et que j'ai l'honneur de diriger, mais elles renvoient finalement à l'orientation du CNRS dans son ensemble. C'est tout d'abord peut-être une orientation qui a également été évoquée par Madame Arens, qui est liée à celle de la science ouverte. Et je pense effectivement que c'est j'allais dire un mantra, ce n'est pas le terme qui convient, mais en tout cas une orientation politique des méthodes, des compétences professionnelles pour lesquelles nous allons œuvrer ensemble dans les années à venir au sein de l'Institut. C'est ensuite une priorité accordée à l'internationalisation de la recherche. Nous recrutons beaucoup de chercheurs qui ont fait tout un parcours antérieur à l'étranger. Nous favorisons les approches en droit comparé et nous favorisons de manière très générale
un droit qui s'inscrit désormais dans un environnement qui est très largement globalisé, même si encore marqué par le droit de chaque État-nation. Donc l'internationalisation, c'est à la fois une de nos orientations clés pour la recherche que nous tâchons de développer, mais aussi la fenêtre à laquelle nous abordons avec vous et les professionnels de justice, donc la plupart des problématiques aujourd'hui. Troisième élément de nos orientations clés que nous partageons, je pense, et qui a déjà été rappelé à plusieurs reprises, c'est celui de la pluridisciplinarité et de l'interdisciplinarité. Alors, à travers ces mots aux sémantiques diverses, je voudrais souligner l'importance des approches pluridisciplinaires à l'intérieur des sciences humaines et sociales, les juristes aux côtés des sociologues du droit, des anthropologues, des systèmes juridiques, des philosophes, des historiens, des économistes. Et ce sont effectivement vraiment autour de ces approches et de ce type de pratiques centrées sur des objets plus que sur une compétence disciplinaire que nous faisons porter notre accent. Et pour finir, je voudrais signaler et souligner l'importance d'une interdisciplinarité, là en un sens très élargi, que le CNRS comme organisme de recherche incarne à travers ces 10 instituts qui réunissent des chimistes, des physiciens, des mathématiciens, des spécialistes de l'écologie et de l'environnement, etc. Et il me semble qu'un bon nombre de problématiques juridiques aujourd'hui doivent être appréhendées avec cet ensemble de compétences élargies. Et donc, voilà, au nom du CNRS, effectivement, ce que je souhaiterais souligner, c'est que nous espérons, dans cet institut, pouvoir développer des recherches avec ce croisement d'approches qui dépasse le champ même des sciences humaines et sociales, même si, voilà, je suis évidemment très favorable à ce que cette collaboration avec les sciences humaines et sociales se poursuive de façon privilégiée. Merci à vous. Merci bien, Madame la directrice. Effectivement, ça c'est un enjeu que nous avons bien en tête, qui va d'ailleurs se refléter dans la composition à venir. Là, je ne sais pas. Dans la composition à venir du Conseil scientifique, je profite de cette aparté sur le Conseil scientifique pour saluer la venue, l'intégration au Conseil scientifique de Pierre Delmas-Goyon, qui est présent parmi nous, qui a accompagné également, je ne sais pas si ça fonctionne, mais qui a accompagné également de manière très dynamique et assidue toute la période de préfiguration en sa qualité de secrétaire général de l'IHEJ, et je ne vais pas le présenter longuement, mais qui a une longue carrière dans la magistrature judiciaire à différents postes, et également dans la réflexion sur l'évolution de l'institution judiciaire, et aussi une implication forte dans le Comité national consultatif de bioéthique. D'éthique, pardon. Madame la présidente du Conseil scientifique, chère Françoise, nous sommes vraiment honorés de votre présence. Vous êtes docteur en droit, vous avez vécu 1000 vies, tant vos activités, vos publications sont extrêmement nombreuses. Vous faites des travaux, vous avez mené beaucoup de travaux de recherche, vous avez été enseignante à l'université de Louvain, avocate. Vous avez occupé des positions très nombreuses que vous pourrez retrouver dans le dossier, dans différentes institutions qui tournaient autour de la question des droits humains et de l'écologie également, en présidant le tribunal Monsanto récemment, et vous avez été vice-présidente de la Cour européenne des droits de l'homme. Après tout cela, quel intérêt voyez-vous aujourd'hui à participer à cet institut ? Merci beaucoup, merci bien. Je vois un très grand intérêt. Et alors, quand vous évoquez, effectivement, voilà une vie assez remplie, mais je crois que les droits humains, la justice et le droit, ça vaut la peine qu'on y consacre un peu sa vie, et qu'on y consacre une grande partie de sa vie. Je trouve que c'est d'une importance cruciale. Alors ici, la jonction entre ces deux instituts, pour moi, je suis vraiment émue de ça, parce que l'Institut des hautes études sur la justice, je le connais presque depuis toujours. Il a inspiré des générations de chercheurs. Le GIP que vous présidez, que vous avez présidé, que vous présiderez, c'est un lieu d'effervescence intellectuelle absolument passionnant. Et de voir maintenant ces deux institutions qui vont travailler ensemble, eh bien, ça ne peut produire que quelque chose de magnifique. Donc ça, je voudrais vraiment d'abord saluer ces deux institutions et cette naissance ou cette renaissance. Alors, je trouve aussi que c'est quand même un moment extrêmement fort ce que nous vivons ici.
Au moment où la situation politique, économique, sociale est tellement difficile, où on parle de crise de tous côtés, de pandémie, de découragement, de perte de confiance, je trouve qu'une initiative telle que celle-ci, de rassembler ces deux instituts, d'y accorder des moyens supplémentaires, comme je l'ai entendu, pour le droit et la justice, eh bien, je trouve que c'est un moment symboliquement important et matériellement et opérationnellement vraiment très, très significatif. Donc voilà, ça, je voudrais vraiment le dire, combien ce qui se passe aujourd'hui est même un peu historique à mon humble avis. Alors, je voudrais dire quelques mots. D'abord, quelle justice? Quelle justice, et puis parler de quelle recherche, et puis quelle priorité. Alors, quelle justice? Parce que ça sera un peu le rôle du conseil scientifique. Et tout ce que j'ai entendu ici dans les diverses interventions, je vais évidemment les répercuter au sein du conseil scientifique pour que ça puisse alimenter les discussions, les débats et les orientations. Alors, quelle justice? Eh bien, effectivement, je l'ai entendu, une justice de qualité. Une justice de qualité, la justice, au fond, c'est la finalité du droit. Et peut-être plus que ça, la justice, c'est l'horizon du droit. Mais un horizon, on n'y arrive jamais. Un horizon, c'est quelque chose dans lequel on tend toujours. Et donc, je trouve que la justice comme horizon du droit, c'est vraiment pour moi un thème absolument capital. Alors, on a parlé d'une justice de qualité ou une justice d'excellence, sans aucun élitisme, ou alors il faut être élitiste pour tous. Mais une justice de qualité, une justice d'excellence, pour moi, c'est une justice, je dirais pour moi, et puis on va en discuter avec le conseil scientifique, mais vous l'avez dit, c'est une justice ancrée dans le réel. C'est une justice, Madame la Première Présidente de la Cour de cassation, adaptée aux évolutions. Ça, c'est d'une importance vraiment importante. C'est une justice responsable. C'est une justice exemplaire. Et Nicole Mestrachy, il y a déjà longtemps, elle se rappelle peut-être plus, mais moi je m'en rappelle. Parce que Nicole Mestrachy a dit la justice, ce n'est pas gérer des stocks, mais c'est discuter, c'est travailler avec des personnes, des hommes, des femmes, des enfants. Et ça, c'est vraiment une dimension de la justice qui est capitale, qui est essentielle. Donc, cette justice que nous voulons, eh bien, c'est une justice de qualité. Et si c'est à ces deux instituts, ce nouvel institut IERDJ, je suis toujours un peu fâchée avec les acronymes, donc pardonnez-moi, si cet institut peut effectivement contribuer à cela, eh bien, ça serait quelque chose d'une importance fondamentale, je dirais, pour la société, pour les justiciables et pour les personnes. Alors, quelle recherche? Voilà, la recherche, pour moi, c'est essentiel. Je ne vous cache pas que c'est vraiment essentiel et on pourra en discuter pendant des heures, mais je voudrais simplement pointer ici, à la lumière de tout ce que j'ai entendu et de tout ce que j'ai lu aussi dans tous les documents, 5 éléments essentiels. D'abord, une recherche solide, sérieuse. Ça, c'est capital. Une recherche solide, et je l'ai vu au GIP sous la direction de Valérie Sagan. Je l'ai vu au GIP, c'est une recherche solide, sérieuse, méthodologiquement solide, parce que c'est essentiel. Il faut avoir des bases pour se permettre d'avoir des positions solides, sérieuses, intègres. Cet élément-là est très important. L'intégrité dans la justice, c'est quelque chose sur lequel je trouve qu'on devrait encore et toujours insister. Indépendante, vous l'avez tous dit, si la recherche n'est pas indépendante, on peut l'oublier. Si la justice n'est pas indépendante, on peut l'oublier. Ça, c'est pour moi le premier élément de la recherche. Deuxièmement, et vous l'avez dit, Madame, pour le CNRS, et je ne peux assez partager votre opinion, une recherche interdisciplinaire. La justice vit dans la société. Je dirais, quand on a dit ça, on a tout dit. C'est-à-dire qu'il faut effectivement une approche philosophique, sociologique, psychologique, et c'est ça qui doit se penser ensemble. Et au sein du comité scientifique tel que je l'ai vécu auparavant, et tel que je suis sûre que l'on va pouvoir continuer, on doit avoir cette recherche de l'interdisciplinarité en permanence. Une recherche aussi alors, et ça vous l'avez tous dit, et je suis entièrement convaincue avec ça, une recherche qui à la fois doit s'attacher au local, à la proximité, parce que la justice, c'est aussi la proximité, mais aussi au niveau national et aussi à l'européen et à l'international. Et il faut être capable aujourd'hui de précisément travailler sur tous ces réseaux. La justice est globalisée. Il faut à la fois être, je dirais, solide dans la proximité et solide dans l'international. Une recherche aussi de pointe. On distingue souvent la recherche de pointe et la recherche de veille. La recherche de veille, je ne l'écarte pas du tout, c'est la recherche qui accompagne les développements, et les magistrats et les avocats et le personnel de justice en a certainement besoin, mais il faut aussi une recherche de pointe. Et une recherche de pointe, eh bien, c'est une recherche fondamentale. C'est une recherche fondamentale qui, au début, paraît peut-être un peu étrange ou un peu bizarre, mais qui, en définitive, est vraiment essentielle si on veut avancer. Si on veut non seulement comprendre le passé, vivre le présent et penser l'avenir.
Et alors ça, c'est la qualité suivante que je vois par rapport à la recherche. On parle de recherche prospective. Je ne sais pas si je suis très favorable à ce mot, pardonnez-moi. Moi, je pense plutôt à une recherche visionnaire. C'est ça que la recherche doit faire. On doit voir au départ de ce que l'on vit ici, qu'est-ce qui, demain, pourrait faire sens pour les personnes. Il faut être visionnaire dans la recherche. Ça, si on n'est pas visionnaire dans la recherche, elle n'avancera pas. Elle n'avancera pas, donc il faut, mais prospective, je peux l'accepter tout à fait. Et puis, le dernier élément de la recherche pour moi, et ça, c'est une question qui me préoccupe depuis des années, il faut que cette recherche ait un impact sociétal. Maintenant, j'ai trouvé un beau mot pour mettre là-dessus. Mais auparavant, ma préoccupation était plutôt de dire, mais il y a un tel divorce entre ce que l'on sait et ce que l'on fait. Et donc, ce divorce entre ce que l'on sait et ce que l'on fait, et je dirais les problèmes sont à la fois du côté des chercheurs et du côté des praticiens. Donc, il ne faut pas du tout diaboliser les uns et les autres. Il y a là vraiment un nœud difficile. Or, il faut que cette recherche ait un impact sociétal. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre autrement. Donc, voilà pour moi un peu les qualités ou les points essentiels de la recherche. À cet égard-là, j'ai trouvé vraiment important que vous puissiez exprimer des attentes. Le conseil scientifique, il est là, il va écouter vos attentes. Et ce que j'ai entendu aujourd'hui, eh bien, je dirais, c'est déjà des attentes. Et donc, il faut qu'on poursuive en ce sens. Quelles sont effectivement les attentes de tous ceux, de toutes les parties prenantes, comme on dit, les stakeholders, de toutes les parties prenantes dans la justice, les juges, les magistrats, les parquetiers, les avocats, le personnel de soutien, les notaires, que l'ensemble de ce qui constitue la justice, en définitive, sous toutes ses formes, que ces attentes puissent être exprimées. Il faudra qu'on trouve des canaux de collaboration pour le comprendre, pour que ces attentes puissent être exprimées. Donc voilà, une justice de qualité, mais qu'est-ce que ça veut dire la qualité? Alors j'ai essayé il faudra encore y travailler. Une recherche, quelle recherche? Eh bien, une recherche qui répond à une série d'exigences fondamentales. Les priorités, vous les avez tous évoquées. Monsieur le Président Fabius, là, les générations futures, je dirais ça, c'est aujourd'hui capital. Comme vous disait Burdeau, ça va bousculer toutes les idées et les principes de droit. Ça, c'est certain. C'est tout à fait une nouveauté. Le droit s'occupe du passé et du présent. Et bien maintenant, on va se préoccuper des générations futures. Alors, c'est sûr que cet arrêt de la Cour constitutionnelle allemande bouleverse tout d'une certaine manière. Et on voit une cross-fertilisation des rapports entre toutes les juridictions suprêmes aujourd'hui, travaillant cette question des générations futures. Pour moi, je ne le cache pas, c'est essentiel et ça ne concerne pas que le climat ni l'environnement. On va pouvoir le décliner dans toute une série de choses. Et ça, c'est vraiment novateur. C'est vraiment novateur de penser que le droit ne s'occupe pas simplement de nos intérêts actuels, mais des intérêts futurs. Et si on traduit ça en termes de droits humains ou de droits de l'homme, eh bien, c'est un peu la troisième génération des droits de l'homme fondée sur la solidarité intergénérationnelle. C'est ça pour moi le droit des générations futures. C'est introduire cette solidarité intergénérationnelle. Donc je trouve ce thème est vraiment extrêmement riche et par rapport à la mission et par rapport au conseil scientifique, on pourra le décliner dans toute une série de choses. Et Madame Sagan l'a dit, et vous aussi vous l'avez dit, Monsieur Moscovici, la dette, la pauvreté, la bioéthique, les droits des femmes, excusez-moi, ça rentre là-dedans aussi, c'est quand même très important, c'est une question qu'aujourd'hui on ne peut plus tout simplement laisser sous le tapis. Donc cette question des générations futures, pour moi c'est un thème extrêmement fort, extrêmement porteur, pour autant qu'on le décline bien. Les besoins de justice, de toute justice, parce que ça vous l'avez évoqué, Monsieur le Premier Président, les besoins de justice. Alors on parle toujours du pénal, et moi qui viens du pénal, évidemment, c'est la reine des disciplines, mais non, il y a aussi à côté de ça la justice civile qui est capitale. Si la justice civile ne remplit pas son rôle, et bien évidemment, ça va remplir les prisons. Donc la justice pénale, la justice civile, la justice administrative, donc on doit avoir là une palette beaucoup plus importante d'analyse au niveau des besoins de la justice. Les identités professionnelles, bien entendu, parce que ça, c'est une question auquel on ne peut pas ne pas s'en occuper. Ce sont des gens, des hommes, des femmes qui travaillent avec une immense motivation, avec des difficultés. On ne peut plus passer sous silence cette question des identités professionnelles, mais là, ce sont les psychologues qui vont nous aider. Ce n'est pas les juristes qui vont trouver une solution à ça. Ensemble, nous allons le trouver. Donc voilà, alors tout ça, ça va passer au conseil scientifique, que j'ai simplement ici l'honneur de représenter, et je suis vraiment très heureuse que vous m'avez proposé de le faire. Et je le ferai avec la plus grande motivation, au meilleur de mes possibilités, comme disent les Anglais, the best of my capacity. Vous avez vu comment il est composé, c'est dans votre dossier, hein, donc il faut bien le voir. Vous voyez là, c'est 30 personnes qui viennent un peu de tous les azimuts.
J'ai eu l'occasion déjà au sein du GIP de travailler avec certaines d'entre elles, avec beaucoup d'entre elles, dans une très bonne atmosphère de compréhension réciproque. Personne ne s'attache à ces dogmes. Tous les dogmes, pardonnez-moi de le dire, mais tous les dogmes doivent pouvoir être revisités. Si on veut. Et alors voilà, je voudrais dire encore un dernier petit mot par rapport à la justice, tout petit. Je crois que c'est Ricoeur qui a écrit des choses tellement belles sur la justice. Et je trouve qu'au moment où on travaille ces questions ensemble, il dit au fond, la justice est plus forte que la justice. Et il faut garder le sens de la justice. C'est le sens de la justice qui va faire avancer la pensée. Et ça, j'y suis vraiment sensible. Et lorsqu'on est tous ensemble ici autour des questions de la justice, eh bien, il faut aussi voir qu'est-ce que c'est la justice. Et cette phrase de Ricoeur dans les leçons du politique, je trouve qu'elle fait vraiment réfléchir. Voilà. Et je voudrais aussi dire, pardonnez-moi, j'ai un peu l'esprit d'escalier, tout à fait, mais un des plaisirs, puisque vous me demandez pourquoi je suis contente de le faire, c'est parce que l'équipe de direction de ce nouvel IERDJ est vraiment ce qu'on peut avoir de mieux. Et donc, je voudrais vraiment remercier tous ceux qui y travaillent. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci de votre confiance. Dans l'équipe de direction, je tiens à signaler Katia Martin-Chenu, directrice de recherche au CNRS, mise à disposition par le CNRS, qui assure la direction adjointe scientifique, et Harold Épineuse, qui est avec nous aujourd'hui, secrétaire général adjoint de l'IHEJ et qui sera directeur adjoint chargé de la coordination des programmes. Je ne peux pas, dans le temps qui nous est imparti, citer les deux équipes dont vous trouverez la présentation dans le dossier, qui sont présents parmi nous et que je vous invite à rencontrer ensuite. Je voulais vous signaler que nous disposons de 20-30 minutes de possibilités d'échange et de débat avant de pouvoir poursuivre de manière plus informelle autour d'un cocktail. Et donc, avant, pour vous laisser le temps de réfléchir à vos interventions ou à vos questions, je voulais enfin mentionner que nos débats aujourd'hui sont centrés sur l'avenir, mais l'avenir se construit évidemment sur ce qui a pu être positif dans le passé. Nous avons mentionné le rôle joué par Nicole Maestracchi et le rapport un peu fondateur de 1990 sur la politique de recherche. Je tiens à saluer également la présence de Christian Vigourou, que je ne présente pas, qui a également été toujours habité, je crois, par la volonté de faire progresser la recherche, la connaissance, et qui a beaucoup soutenu dans un certain nombre de périodes où on a essayé collectivement les uns et les autres de faire avancer la constitution de ce nouvel institut qui à l'époque n'avait pas forcément exactement cette dénomination-là. Et également la présence parmi nous de Sylvie Perdriol, qui a été une participante extrêmement active au sein de l'Institut des hautes études sur la justice et sur la justice du XXIe siècle. Pardonnez-moi pour les autres distingués invités de ne pas tous vous citer. Vous êtes tous évidemment impliqués, c'est la raison pour laquelle vous êtes présents, mais je tenais à vous remercier collectivement. Et je vous donne la parole. Qui souhaite débuter ? Peut-être pour vous lancer, je me retourne un petit peu vers la tribune, mais également sur les personnes présentes. Madame la Première Présidente, vous l'aviez mentionné lors de l'Assemblée générale. Nous, magistrats judiciaires, avons été particulièrement frappés par cette pétition très très large qui a montré un petit peu les difficultés, la désespérance parfois d'un certain nombre de nos collègues et des fonctionnaires de justice. On l'a dit, la question des identités professionnelles, mais également du cadre de travail et du sens du métier, je crois,
sera un thème qui, je pense, est fédérateur. J'ai été frappée aussi dans les propositions qui ont été faites par les membres du futur institut, dans les axes un peu de recherche. J'ai été frappée par l'expression des commissaires de justice qui ont indiqué qu'ils aimeraient une réflexion sur leur profession entre artisan libéral et homme d'affaires, ou femme d'affaires, je me permets de le dire. Je crois que ça résume aussi un certain nombre d'interrogations sur ces identités professionnelles, sur lesquelles je ne sais pas si dans les autres justices, les interrogations sont aussi fortes, mais il me semble, Madame la Première Présidente, que ce sera un des axes importants sur lequel on attend l'Institut. Oui, peut-être, Madame la Présidente du comité scientifique l'a résumé avec cette phrase de Paul Ricoeur. Moi, je pense que ce qui marque vraiment ce mouvement qui est en train de se passer dans l'institution judiciaire, c'est un peu la perte de sens, en fait, et avoir le sens du sens de ce que l'on fait. Et moi, ce qui m'étonne toujours, c'est qu'on a l'air de découvrir qu'il y a un problème, alors que c'est quand même des évolutions qui se passent depuis des années. Et donc, parfois, mais vous l'avez très bien expliqué, Madame la Présidente, il y a une sorte de catalyseur, en fait, des problématiques. Et c'est pour ça, moi, ça me semble extrêmement important qu'un institut de recherche puisse avoir une vision extrêmement globale, parce que vous l'avez dit aussi, Madame la Présidente, moi, ce qui me marque, c'est qu'on évoque proximité, mais on évoque rarement la spécialisation. On n'évoque jamais toutes les thématiques ensemble. À un moment donné, on se rend compte qu'on n'a plus de magistrats spécialisés dans tel ou tel domaine, plus d'avocats spécialisés, qu'il y a d'autres pays, en fait, n'ont pas la même vision des choses et réussissent, en fait, à concilier j'allais dire, toutes les sortes de justice. Et c'est vrai que moi, j'attends beaucoup de cet institut, parce que, comme l'a dit Monsieur le Président Fabius, en fait, avoir cette capacité d'avoir, vous l'avez dit, une vision, c'est-à-dire de dépasser un peu ce qu'on est en train de vivre. Merci, Monsieur le Président. Merci. Non, je ne voudrais pas intervenir sur ce sujet précis, mais je voulais dire combien je m'étais réjoui de cette table ronde qui montre que, voilà, on ne manque pas d'enthousiasme, et vous en avez beaucoup montré, Madame Tulkens, hein, d'enthousiasme, mais on en a besoin effectivement, d'idées, d'ambitions, d'attentes aussi qui sont placées dans le nouvel institut. Moi, je voulais dire deux choses en tant que, en quelque sorte, responsable de la juridiction administrative. Nous avons un sujet, on l'a abordé dans le thème général justice et société. Comment aujourd'hui évolue la demande de justice? Qu'est-ce qui crée la demande de justice? Nos institutions, elles ne choisissent pas leurs priorités. Elles doivent traiter les flux contentieux qui s'adressent à elles, sans pouvoir les choisir. Et dans des institutions qui dépendent en quelque sorte de la demande, la première priorité, c'est de savoir l'anticiper et la comprendre. Or, nous manquons terriblement d'outils statistiques pour comprendre comment la demande de justice se forme, comment elle évolue d'une matière à l'autre, d'un territoire à l'autre. Moi, je suis frappé. D'un tribunal administratif à l'autre, en une année, les évolutions peuvent être de plus à moins 20%. Et on voit des déplacements très sensibles d'une matière à l'autre. Nous le constatons chaque année, et c'est considérable du point de vue de l'allocation des moyens, du point de vue de l'allocation des budgets. Or, nous ne savons pas aujourd'hui anticiper la demande de justice. Et je trouve qu'avoir aujourd'hui une recherche, je dirais, associant des statisticiens, des économistes, des sociologues, pour comprendre comment se forme aujourd'hui la demande de justice, c'est quelque chose d'extrêmement important pour que ceux qui sont en charge du pilotage des juridictions. Deuxième chose, et Chantal Arens en a parlé, je trouve que c'est un sujet fondamental. On parle du numérique. On parle du numérique comme outil, je dirais, pour les juridictions de mieux traiter les flux contentieux qui s'adressent à elles. Mais il y a derrière le numérique des enjeux, à mon avis, fondamentaux qu'il faut aborder. Le premier problème, et on a parlé des philosophes, on a parlé des anthropologues, on a parlé des sociologues. Moi, je crois qu'il faut davantage de ponts entre le monde du droit et le monde de la justice et le monde de l'économie et de la recherche économique. Il n'y a pas assez de travaux communs entre ces deux mondes qui s'ignorent.
Vraiment, je trouve que c'est le problème français aujourd'hui de ne pas créer suffisamment de passerelles, de liens entre ces mondes. Et derrière, finalement, le numérique, il y a des enjeux, derrière l'open data qu'a cité Chantal Arens, vers lequel nous allons. Hein. C'est déjà fait pour le Conseil d'État, c'est aussi en route pour la Cour de cassation, ce sera fait demain pour les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel. Derrière tout ça, il y a quand même un sujet économique. Qui va prendre le pouvoir dans le traitement de ces données? Qui va maîtriser les algorithmes qui vont finalement orienter le travail des avocats et demain celui des juges, par définition? On parle de legal tech, on parle de start-up, mais supposez que demain, ce soit les GAFA qui aient ce pouvoir. Est-ce qu'il n'y a pas là un enjeu économique et presque démocratique? Est-ce que ces sujets ne méritent pas d'être étudiés avec un peu d'anticipation et de vision? Deuxième sujet, l'open data. Je le vois bien en tant que Cour suprême, notre rôle, c'est d'orienter la jurisprudence et de hiérarchiser nos arrêts, nos décisions. Il y en a qui font jurisprudence et d'autres qui sont suivistes. Et nous le faisons par le fichage, par le signalement que certains arrêts sont de principe et d'autres ne le sont pas. L'open data comporte un risque fondamental d'arasement de la jurisprudence, de non-hiérarchisation. Et grâce à l'open data, on pourra opposer à un arrêt de principe une ordonnance d'un juge unique ou une décision qui peut-être n'utilisera pas le même vocabulaire et semblera affaiblir. Et naturellement, devant le juge, on invoquera la seconde plutôt que l'arrêt de principe. Donc comment tout cela va orienter le travail des avocats, des professionnels du droit et donc aussi des juges? Il y a là aussi des enjeux de clarté du droit, clarté de la jurisprudence, de fabrication du droit. Et je trouve qu'il faut aussi, les aborder. Vous voyez donc, cette table ronde, elle est aussi formidable parce qu'elle nous permet de penser et d'avoir d'autres idées. Le problème, c'est qu'il faudra aussi fixer des priorités. On ne pourra pas tout faire. Vous nous interrogiez sur la réaction qu'on peut avoir par rapport à cette pétition. Et sans sortir de mon rôle, je pense que bon, c'est comme un phénomène qui doit interpeller, faire réfléchir, et qui montre sans doute un malaise ou un questionnement qui est assez profond et qui vient de loin. Il ne faut pas sous-estimer. Et ça me fait penser à une réflexion qu'on a souvent en économie. On dit une richesse que d'hommes, il y a aussi de justice que d'hommes et de femmes. Et c'est une question à laquelle un institut comme celui-ci, à mon avis, ne peut pas échapper. Vous évoquiez tout à l'heure une note sur les enjeux structurels que la Cour avait produite sur la justice, effectivement assez critique, mais à partir de constats qui sont des constats de gestion, qui d'ailleurs, je crois, ne sont pas totalement contestés par le ministère. J'ai eu l'occasion d'en parler avec le ministre lui-même dès son arrivée. Je suis conscient que dirigeant une institution comme la Cour des comptes, je n'ai pas ce type de problème, que la qualité au travail est reconnue comme excellente, parce que nous avons aussi des moyens pour cela, mais les moyens ne suffisent pas. Il faut avoir des projets et des moyens. Voilà la raison pour laquelle je pense que dans les cadres des travaux de l'IERDJ, on ne doit pas négliger cette dimension-là. Vous l'évoquiez d'ailleurs, Madame la Présidente, c'est-à-dire comment donner à ceux qui jugent, à ceux qui rendent la justice, à ceux qui pensent le droit, les moyens de vivre convenablement ce métier pour rendre cette justice de manière plus sereine et aussi plus efficace. Ça, je crois que c'est un thème qui ne doit pas être absent de nos préoccupations. Oui, effectivement, c'est même un thème assez récurrent déjà aussi de travaux précédents. Sur la nécessité du renforcement des moyens, mais également de la redéfinition du métier et des conditions d'exercice du métier ou des métiers, puisque beaucoup de métiers qui sont concernés. Hein. Je voulais également mentionner que l'implication des cours, et en disant cela, j'espère ne pas aller au-delà de vos intentions, mais il me semble que vous l'avez tous exprimé, hein, représentait aussi une opportunité pour les universitaires et les chercheurs de pouvoir
avoir une porte d'entrée peut-être auprès de vos institutions pour être vous-même objet de recherche. Donc je le rappelle parce que nous avons Liora Israël parmi nous qui s'est beaucoup intéressé au fonctionnement des cours suprêmes notamment, mais évidemment bien d'autres aussi chercheurs. Et je pense que cette ouverture, alors vous parliez d'évaluation, mais là il ne s'agit pas d'une évaluation, mais de recherche qui peuvent être importantes. J'en profite si vous n'avez toujours pas de questions ou d'observations. Pour signaler aussi la présence d'un certain nombre d'entre vous qui participent directement aux travaux des actuelles structures, notamment les membres du conseil scientifique, le président actuellement du prix Carbonnier, Jean-Michel Sommer, qui est par ailleurs évidemment président du SDER de la Cour de cassation, mais aussi je voudrais signaler les anciens ou ancienne directrice et directeur du GIP, Sandrine Zientara-Leger, qui est parmi nous. Et je voulais également mentionner le rôle joué par Yann Aguila, Jean-Paul Jean, qui avait dirigé le GIP, Georges Gariou, qui a été longtemps chercheur au CNRS, qui a été longtemps directeur du GIP, et la présence aussi de partenaires de longue date qui jouent un rôle très important. Denis Salas pour l'Association française de l'histoire de la justice, également rédacteur en chef des cahiers de la justice de l'École nationale de la magistrature, qui est vraiment un partenaire extrêmement important pour diffuser aussi les résultats des recherches. Est-ce que vous avez des demandes de parole? Un certain nombre de représentants des juridictions, chefs des juridictions sont parmi nous. On essaye, et je pense que ce sera un des enjeux, et vous l'avez demandé dans le cadre du débat sur la Convention constitutive, qu'on puisse vraiment mettre l'accent sur la collaboration avec les juridictions. Il y a déjà des initiatives qui ont été prises. On a bien conscience qu'il faudra aller au-delà. S'il n'y a pas de prise de parole supplémentaire, si. Ah, excusez-moi, je n'avais pas vu. Monsieur Sèvres, contrôleur général budgétaire et ministériel comptable. Pardon, dans le mauvais sens. Et ancien directeur de recherche au CNRS. Donc j'ai en sciences humaines et sociales. Donc il faut simplement une observation, c'est qu'il y a une richesse qui n'a pas été mentionnée, mais qui est en fait en filigrane derrière les interventions des chefs de cour, c'est la richesse statistique du ministère de la Justice, qui réforme son système, sous le contrôle de Catherine Pignon, qui fait des études. Il y a 2 grandes directions normatives qui font des études et qui, naturellement, répondent en partie à des questions qui ont été posées en termes de quels seront les besoins à moyen terme. Alors, on a appris que la démographie française n'aurait pas le dynamisme qu'on attendait dans l'étude précédente de l'INSEE. Voilà. Donc, quels seront les besoins? On voit bien des évolutions. Il y a des contentieux qui évoluent en diminuant, d'autres qui évoluent en augmentant. Et donc, on a une capacité quand même un peu prédictive qu'il faut savoir analyser. Mais même si la direction des services judiciaires n'est pas représentée, la TACG, je crois, n'est pas représentée directement au sein du GIP, c'est normal en termes d'indépendance scientifique, il y a quand même tout un terreau qui permet des évaluations de la quantification à moyen terme et qui peut être extrêmement riche justement pour que des chercheurs en tirent des conclusions. Et là, je crois que ça irait dans le sens d'un écosystème qui serait celui de l'Institut et en même temps celui de son entourage immédiat, de ceux qui ont accès aux données. Et de ces données, on peut effectivement tirer après des questions plus complexes sur l'évolution du droit avec les questions d'open data qu'a évoquées la première présidente. Je vous remercie. Effectivement, lorsque j'ai cité les personnes aussi du ministère de la Justice qui participaient à la mission de préfiguration, ils représentaient la sous-direction de la statistique et des études. Et tout à fait, je crois que nous partageons tous votre propos sur l'interaction extrêmement importante entre le domaine de la statistique et celui des études et des recherches. Liora Israël, vous avez demandé la parole. Oui, bonjour, je suis directrice d'études à l'EHESS et en tant que chercheuse spécialisée du droit et de la justice, je voudrais tout d'abord redire toute l'importance du GIP pour son accompagnement des chercheurs et des jeunes chercheurs aussi, des post-doctorants notamment, que nous pouvons ainsi accompagner sur ces questions interdisciplinaires.
Je vais me permettre aussi peut-être de mentionner une petite anecdote, puisque vous parlez de la lettre actuelle qui a été signée par un grand 5000 magistrats, je crois, aujourd'hui. J'ai été invitée en tant que sociologue, justement, pour animer une session des États généraux de la justice à Douai la semaine dernière. J'en étais très heureuse, puisque j'avais remarqué que la commission dirigée par M. Sauvé, qui rendra les expertises, était composée intégralement de juristes. Donc, je me félicitais qu'à Douai, voilà, l'ouverture aux sciences sociales était présente. J'avoue que j'en suis encore un peu émue. Je suis venue pour un peu étudier et échanger avec les personnes sur qui je travaille. Et en entendant le constat de souffrance qui très rapidement est remonté, nous étions à Douai, pas loin de Béthune, dont est parti ce courrier, j'ai retrouvé les mêmes souffrances que traversent les personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche ou de l'éducation nationale, que ce soit le manque de moyens qui nous conduit à perdre le sens de l'humanité qui fonde nos métiers, que ce soit les problèmes techniques, matériels, les interfaces informatiques qui ne fonctionnent pas, qui handicapent notre quotidien, que ce soit la dévalorisation qui touche de manière générale trop de fonctions du service public. Voilà, permettez-moi de le dire ici avec une certaine émotion. Dernier point en une seconde. Je remercie aussi le GIP pour l'accompagnement qu'il donne aux chercheurs qui travaillent de manière empirique sur le droit et la justice et qui connaissent, surtout pour les plus jeunes, souvent des problèmes d'accès aux sources, vous l'évoquiez, une difficulté à entrer dans les juridictions, une difficulté à se faire accepter, à ce que soient comprises les nécessités liées à l'étude empirique, d'observer des réunions habituellement fermées, de pouvoir réaliser des entretiens, de pouvoir poser des questions apparemment indiscrètes, mais qui en fait sont protégées dans leur exploitation par toutes les règles de l'anonymat. Et donc, pour ce rôle de passeur, je remercie aussi le GIP parce qu'il est nécessaire pour mener, je crois, les recherches que vous attendez. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Israël. Monsieur Nyongo, vous avez demandé la parole pour le Conseil national des barreaux. Oui, bonsoir. Alors d'abord, pour vous dire que c'est avec beaucoup de joie que je suis présent ce soir. Pour vous dire aussi, au nom du Conseil national des barreaux, une profession d'avocat qui est une profession qui est plurimillénaire et qui s'est toujours adaptée aux évolutions de la société et de la justice, et qui essaie aussi d'être dans la prospective ou dans la vision, pour reprendre l'expression Madame le professeur. On a développé au sein du Conseil national des barreaux un certain nombre d'outils, des outils d'observation, l'observatoire, une commission spécifique de prospective et puis un centre de recherche et d'études des avocats que j'ai l'honneur de présider actuellement. Les thèmes que vous avez évoqués, évidemment, rebondissent. Alors, je ne vais pas développer sur cette question de la souffrance du système judiciaire, parce que les avocats sont, je crois, aux premières loges pour y assister et puis partagent un certain nombre de ces causes de souffrance. Je vois que dans les éléments qui ont été prévus à l'étude, il y a notamment la question du numérique. Et je crois que le thème identité professionnelle et numérique doit être nécessairement croisé, parce que moi, je suis avocat depuis 20 ans. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le numérique a eu un impact énorme sur la manière d'exercer le métier d'avocat et un impact énorme sur la manière d'exercer le métier de juge. Et je crois qu'il ne faut pas oublier que c'est un service public, et au centre de ce service public, il y a l'usager, il y a la volonté de justice, et parfois, quand on parle du sens du métier, quand on est avocat, on se rend compte qu'on passe énormément de temps sur la machine avec son ordinateur, à trier les mails, à essayer d'écrire aux uns et aux autres, et on a l'impression parfois que notre métier de base est un peu loin, et je crois que cette souffrance, elle est partagée par les juges. Cela étant, je crois qu'on est là aussi pour réfléchir à des choses qui sont plus heureuses, parce que cette notion de prospective et cette notion d'adaptation, elle permet justement de promouvoir un certain idéal. Et c'est la raison pour laquelle je disais que c'est avec beaucoup de joie que j'étais là et avec beaucoup d'enthousiasme que le Conseil national des barreaux accueille la création de l'IERDJ. Alors je l'ai bien prononcé, c'est peut-être l'habitude de prononcer parfois en audience des noms de clients un peu compliqués. Je crois que ça sera un lieu privilégié d'échanges transversaux et interprofessionnels, ce qui est toujours une grande richesse, un lieu de réflexion en gardant toujours les pieds sur terre, parce que j'ai bien entendu qu'il s'agissait de sciences, mais de sciences aussi opératives. Et puis, je disais, j'appartiens à une profession plurimillénaire. C'est une profession qui croit depuis toujours à l'intelligence collective et à la co-construction. Merci beaucoup. Monsieur Fabius.
voudrais ajouter une raison supplémentaire d'optimisme à ce que nous faisons cet après-midi. J'ai, comme beaucoup d'entre vous, l'expérience de rapprochement entre structures. Il y a une règle qui différencie le rapprochement entre structures des mathématiques. 1 plus 1 ne font jamais 2. En général, ça fait 1. Exceptionnellement, ça fait 3. Mais de ce que vous avez réussi à faire, je pense en particulier à vous-même, madame, et à votre voisine, j'ai l'impression que les difficultés auxquelles on se heurte en général lorsqu'on rapproche, lorsqu'on fusionne, eh bien, en un temps record, vous les avez surmontées. Ce qui fait qu'on peut parler du fond. C'est exceptionnel. Et c'est un signe très fort d'optimisme. Donc, bravo à vous. Merci beaucoup, Monsieur Fabius. J'en profite justement pour dire que c'était, pour reprendre aussi les termes de Maître Nyongo, que ça a été une œuvre très collective. Vous nous avez tous soutenus également dans cette œuvre, et nombreux aussi qui sont ici, et une œuvre qui a impliqué beaucoup les deux équipes de l'IHEJ et de la MRDJ qui sont présents, et que je remercie très vivement pour leur engagement, et qui a été déterminant, je pense, dans cette réussite. Je vous propose que nous terminions ces échanges. Je pense que nous avons bien entendu tous les objectifs que vous nous assignez, qui s'appuient quand même sur des travaux existants qui étaient riches, et nous devons aller au-delà. Nous avons bien entendu vos attentes aussi en termes de différentes temporalités, qui est un débat auquel nous sommes habitués. Mais comme l'a dit le ministre en citant en fait, Nicole Maestrachi, nous en savons toujours plus que nous ne croyons, et je pense que nous avons déjà expérimenté, nous devons continuer à expérimenter ces méthodes qui vous permettent d'accéder rapidement à un état des connaissances, et nous avons expérimenté aussi, et nous devons renforcer notre réactivité et les capacités un peu d'interface que Madame Gaille a évoquées. Je voudrais terminer en remerciant les équipes du Conseil d'État, le service de communication, le cabinet de Monsieur Lasserre et Joachim Ben David, et également les équipes du ministère de la Justice et du CNRS pour la préparation de cet événement que nous pouvons poursuivre de manière informelle autour d'un cocktail aéré pour respecter les mesures sanitaires. Merci à tous. Bravo Bruno, bravo à toi. Non, c'est un travail tout à fait remarquable.